Les piranhas. La légende fait d'eux les poissons les plus féroces au monde. Avec leurs dents tranchantes comme des lames de rasoir, ils chassent en meute et dépouillent un corps de sa chair en quelques minutes. Ils ont la réputation d'être des prédateurs mangeurs d'hommes. La chair avait été totalement rongée, il ne restait que les bottes. Mais leur réputation est-elle méritée? La légende qui fait des piranhas des monstres assoiffés de sang n'est pas du tout justifiée. Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis biologiste et pêcheur de l'extrême. Ma mission est de découvrir si les piranhas sont vraiment les monstres absolus du fleuve Amazone. Ils ont simplement vu l'eau bouger, là où les piranhas dévoraient l'enfant. Je me souviens d'un fait divers dans les années 70. Un car a terminé sa route dans l'Amazone au Brésil. Les passagers ont été dévorés vivants par les piranhas. Ce genre d'histoire sinistre est monnaie courante depuis la découverte de l'Amérique du Sud. Et chaque rapport scientifique que j'ai consulté affirme que les piranhas ne tuent pas les hommes. Ces histoires sont-elles vraies ou sont-elles de simples légendes urbaines? Sa mort! Sa mort! J'ai parcouru la planète et risqué ma vie pour démontrer qu'il y avait d'énormes monstres cannibales là où on s'y attend le moins. Regardez cette gueule! Dans nos fleuves et nos rivières. Cette fois, je fais la part belle aux petits. Les piranhas sont-ils vraiment capables de tuer et de manger un homme? Sont-ils les tueurs sanguinaires des films d'horreur et de nos pires cauchemars? Je me rends au zoo de Londres pour rencontrer Brian Zimmerman, spécialiste en piranhas et conservateur adjoint de l'aquarium. Il n'existe aucun cas attesté d'un être humain qui aurait plongé vivant dans une rivière, se serait fait dévorer par un groupe de piranhas et aurait été réduit à l'état de squelette en quelques secondes. Mais les piranhas sont carnivores. S'ils ont faim, ils sont sûrement capables d'attaquer pour se nourrir. Je ne vois pas en quoi un homme serait différent d'une aigrette qui tombe dans l'eau. Pour un piranha, c'est une source de nourriture potentielle. Mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Si Brian Zimmerman pense que les piranhas n'ont jamais attaqué et tué un être humain en vie, l'accident de car dont je me souviens a-t-il réellement eu lieu? Je décide de me rendre à Manaus, une ville au bord de l'Amazone, pour élucider ce mystère et peut-être trouver la preuve d'une attaque de piranhas où les gens auraient été dévorés vivants. Je ne vois pas de meilleur endroit pour commencer mon enquête que le berceau de nombre de ces histoires macabres, le marché aux poissons de Manaus. Avec les 2000 espèces de poissons qui peuplent le fleuve Amazone, soit plus que dans tout l'océan Atlantique, les créatures bizarres ne manquent pas ici. Regardez, il y a tellement de poissons différents. Les scientifiques portent à 60 le nombre d'espèces appartenant à la sous-famille des piranhas. Mais la majeure partie de ces poissons sont végétariens. C'est le comportement carnivore de quelques espèces seulement qui leur vaut cette réputation. Je ne tarde pas à délier les langues et à découvrir un autre récit qui me montre ce dont ils sont capables. C'est une histoire de piranha. Un vieil homme a été laissé dans sa maison sur l'eau par les membres de sa famille pendant quelques heures. Quand ils sont revenus, il avait disparu. Il ne restait que ses vêtements. Ils ont cru qu'il était allé se baigner, ils ont cherché, et ils ont fini par trouver son squelette. Il était tombé à l'eau, et comme il était vieux, il n'avait pas pu remonter, et les piranhas l'avaient mangé. C'était il y a 2 mois.
Encore une histoire qui fait froid dans le dos. Malheureusement, je ne parviens pas à obtenir un nom, ni même un lieu. Je vais devoir continuer mes recherches pour trouver un témoin qui aurait assisté à une attaque mortelle de piranhas. Le fleuve Amazon mesure 6800 km de long, soit près de 2 fois plus que le Mississippi. Il est très large et le courant est faible. Mais en haut de cet affluent, c'est une toute autre histoire. 1/5 de l'eau de la planète passe par l'Amazone. Les piranhas et les espèces apparentées sont présents sur toute la longueur du fleuve. C'est le paradis des pêcheurs. Et il regorge de monstres aquatiques. Ça mord, ça mord. Regardez, il sort de l'eau. C'est un poisson costaud. Je remonte un poisson carnivore doté de mâchoires sorties tout droit d'un film d'horreur. C'est un payara, un cousin du piranha. C'est la guerre dans ce fleuve. Tout a des dents. Tous les poissons se mangent entre eux. Celui-là a des dents énormes sur la mâchoire inférieure. Il s'en sert pour percer la vessie natatoire de sa proie. Comme le petit poisson ne peut plus flotter, il est désorienté et remonte à la surface. Et lui n'a plus qu'à se servir. Ses crocs sont si longs qu'il a des orifices dans la mâchoire supérieure pour qu'il puisse fermer la bouche. C'est une machine très complexe, dont on ne voit pas tous les rouages. Ce monstre digne d'un vampire est la preuve de l'aspect effrayant de certains piranhas. Celui-ci pourtant n'attaque pas les hommes. Ce n'est qu'un prédateur solitaire. Les piranhas qui nous intéressent chassent en meute. Ils sont si répandus dans l'Amazone qu'ils se pêchent presque partout. D'habitude, j'ai recours à un équipement high-tech et à des ruses de sioux pour piéger les monstres aquatiques. Mais les habitudes alimentaires des piranhas sont si particulières que j'opte pour une autre approche. J'ai rangé ma canne à pêche. J'utilise une simple tige de bambou avec une ligne courte. C'est le meilleur moyen de pêcher les piranhas. Un hameçon au bout du fil pour que le piranha ne coupe pas la ligne, un morceau de viande. Et contrairement à d'habitude, où il ne faut pas faire de bruit, les piranhas sont attirés par le mouvement à la surface. Et voilà, un piranha à ventre rouge. En quelques minutes, j'attrape un petit spécimen. Malgré sa taille, il a des dents assez pointues pour arracher un morceau de chair en une seule morsure. Multipliez ça par des centaines de poissons affamés et vous obtenez des milliers de morsures capables d'entraîner la mort. Grâce à des mâchoires protubérantes et de larges muscles masticateurs, les petites dents triangulaires se referment sur leur proie comme un piège sur la patte d'un ours. Elles sont spécifiquement conçues pour venir à bout des chairs, des nageoires et des écailles, et déchiqueter leur proie morceau par morceau. Ces piranhas chassent surtout des poissons, mais ils mangeront n'importe quel animal qui se trouve sur leur route. Et dans cet affluent, presque chaque prise que je remonte est un piranha. Cet affluent est rempli de piranhas. Il y en a partout. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire ça. Se jeter dans des eaux infestées de piranhas est nécessairement suicidaire. Ces eaux sont peut-être infestées de piranhas, mais ils ne m'attaquent pas.
Si je peux nager ici en toute sécurité, et que les récits du vieil homme et de l'accident de car sont vrais, alors il manque un facteur déclencheur qui excite l'appétit des piranhas. Je ne suis pas mort. Le niveau de l'eau est élevé par ici. Je présume qu'il y a assez à manger pour que les poissons n'aient pas envie de m'attaquer. Mais que se passe-t-il si je trempe les pieds au beau milieu d'une meute de piranhas affamés? Bienvenue dans mon bassin de piranhas. De retour à mon hôtel, comme un méchant dans les films de James Bond, j'ai rempli un petit bassin d'une centaine de piranhas à ventre rouge qui n'ont pas mangé depuis des jours. C'est l'occasion rêvée de tester leur voracité. Tout le monde sait que les requins sont excités par le goût du sang. Je me demande si les piranhas ont la même sensibilité. J'ai un hameçon, je vais le savoir tout de suite, en sacrifiant un peu de mon sang. Et on verra. Ce n'est qu'une petite goutte de sang, mais s'ils sont à la hauteur de leur réputation, ils m'arracheront le pouce en quelques secondes. L'expérience n'est pas très concluante. Ils bougent, mais ils suivent peut-être seulement le mouvement de mon pouce. Une petite goutte, ce n'était sûrement pas assez. Il me faudrait une quantité plus importante. Les piranhas se sont adaptés aux eaux marécageuses et troubles de l'Amazone, où on ne voit rien à 30 cm. Il leur faut un excellent odorat pour repérer leur prochain repas. La réaction est immédiate. Ils se sont rués sur le nuage de sang et cherchent quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il n'y a rien pour l'instant. C'est le moment de plonger un morceau de viande. Le sang excite indiscutablement leur appétit. Et il y en avait certainement dans l'eau suite à l'accident de car. Je me demande comment mes piranhas vont réagir à un gros morceau de viande. Ça y est, ils ont mordu, ils ont mordu. Ils rappliquent tous. Quand le premier a commencé, les autres se jettent dessus. Les piranhas réagissent au mouvement des autres membres du groupe en train de se nourrir, ce qui les incite à faire comme eux. Dès qu'un poisson a pris une bouchée, il se retire pour faciliter une rotation rapide et que son tour revienne plus vite. Pas étonnant que les piranhas soient réputés pour dévorer la chair jusqu'à l'os en quelques minutes. Ils aiment la viande, c'est sûr. Mais je me demande comment ils vont réagir à quelque chose de vivant. Ces piranhas qui déchiquetaient un morceau de viande il y a encore quelques minutes ne sont pas du tout intéressés par moi. Quel est donc le facteur qui fait d'eux de redoutables assassins? C'est ce que je veux à tout prix découvrir. Si l'histoire de l'accident de car est vraie, il y avait certainement, comme dans mon bassin, de la chair, du sang et beaucoup de piranhas affamés. Et pourtant, je n'ai rien. Les passagers du car n'ont pas eu cette chance. En poursuivant mon enquête, je vais découvrir la preuve que l'accident de car a bel et bien eu lieu. Et je vais retrouver la trace d'un survivant qui a miraculeusement réchappé à la mort. Peut-être va-t-il me donner des détails de l'accident qui me permettront de comprendre ce qui déclenche une attaque de piranhas.
J'ai réussi à retrouver un article de presse des années 70 qui décrit en détail l'accident de car où certains passagers auraient été dévorés vivants. Il est écrit que le 14 novembre 1976, le car se rendait de Manaus à la ville d'Itacoatiara, soit un voyage d'environ 5 heures. Après avoir conduit toute la nuit, le car a terminé sa course dans un affluent de l'Amazone, tuant 39 personnes. L'article mentionne le nom d'un survivant, Dirceu Araujo. J'ai réussi à retrouver sa trace pour l'interroger sur ses souvenirs de ce jour funeste et déterminer ou non la culpabilité des piranhas. Dirceu me raconte qu'il était assis tout au fond du bus. Comme les autres passagers, il avait dormi presque tout le trajet. À bord se trouvaient plusieurs familles, 2 étudiants, Alex et Ivan, ainsi que plusieurs personnes qui rentraient chez elles à Itacoatiara. Peu de temps avant l'accident, le car est passé sur un nid de poules, ce qui a réveillé Dirceu. C'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. C'est précisément ici qu'a eu lieu l'accident. Le car est arrivé par là et est descendu dans la rivière à cet endroit. Dirceu ignore si les freins ont lâché ou si le car a glissé. Mais le chauffeur avait déjà fait le trajet plusieurs fois ce même jour. Les journaux de l'époque ont suggéré qu'il s'était endormi et à l'embarcadère du bac ne s'était pas arrêté. Tout était normal et la minute d'après, le car était dans l'eau. Les gens criaient, pleuraient, tout le monde était désespéré. Aí foi que eu fui no corredor, tava todo mundo lá querendo sair naquela porta. Des gens à l'avant essayaient d'ouvrir la porte en la tirant, alors que d'après lui, il fallait la pousser pour l'ouvrir. Puis l'eau a commencé à pénétrer et il est retourné s'asseoir au fond. Un garçon essayait de casser une vitre. Puis Dirceu a vu le pied du garçon disparaître dans l'eau. Il a vu son pied, l'a suivi et a réussi à s'échapper par la même ouverture. Que passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. Au moment où il sortait du car, quelqu'un l'a attrapé par la jambe. Vous vous rendez compte? Quelqu'un le retenait par la jambe alors qu'il essayait de rejoindre la surface. Il a dû donner des coups de pied pour se libérer et s'échapper. 39 personnes sont restées prisonnières à bord et ont perdu la vie. Dans la panique, Dirceu ne se souvient pas d'avoir vu des piranhas. Donc personne ne sait combien de temps après l'accident ils ont attaqué les victimes. Encore aujourd'hui, quand il passe le pont qui enjambe désormais la rivière, chaque fois qu'il traverse, il se souvient. Il se souvient de ce jour. Il a fallu plusieurs heures aux secouristes pour sortir le véhicule de l'eau. C'était bien trop tard pour retrouver des survivants. Foi 3 meninas grandonas assim e uma que é recém-nascida. Só, quase tudo foi adulto. 3 enfants et un bébé de la même famille ont été remontés morts. Il dit que plusieurs familles ont perdu 2 ou 3 parents dans cet accident. La plupart des corps étaient identifiables, à l'exception d'un seul. La chair avait totalement été rongée. Il ne restait que les bottes. Tout le reste avait disparu. L'homme a été identifié par la suite. Il s'agissait d'Almandino Franço. Je rends visite à son frère, Mabio, qui a une théorie sur ce qui s'est passé.
Ele achou que estava engatado, né? Ele estava com uma roupa, vamos dizer, com a sua forte. Almendino portait des vêtements épais. Il pense qu'une partie de ses vêtements s'est accrochée dans le véhicule, ce qui l'aurait empêché de s'échapper. Como ele foi identificado? Porque ele estava com a documentação no bolso, a identidade estava no bolso dele. Son frère n'a été identifié que par sa carte d'identité qu'il avait dans la poche de sa chemise. Então, que eu meti o braço pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. Le corps de son frère était enveloppé quand il l'a récupéré. Il l'a soulevé et l'a trouvé tellement léger qu'il a su tout de suite, même sans le voir, qu'il ne restait que les os. Les morsures de piranha sont très spécifiques. Et les images qui suivent peuvent choquer certains spectateurs. Ces images de victimes récemment transportées à la morgue de Manaus sont la preuve de ce dont les piranhas sont capables et du type de blessures qu'ils infligent. Les chairs exposées et les tissus mous sont les premiers atteints, comme l'a constaté Dora de Barbosa à son arrivée sur les lieux de l'accident lors de l'extraction des corps. Elle me raconte que certaines victimes ont été remontées en lacets. À l'écouter, je prends conscience de ce que signifie perdre quelqu'un dans un accident si terrible. Dora n'avait que 17 ans au moment du drame. Elle vivait à Itacoatiara et venait de commencer une formation d'infirmière. C'est pour ça qu'elle a été envoyée sur les lieux de l'accident. Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. C'est tragique. Dora dit qu'elle connaissait certains des passagers du car, ce qui rend l'histoire encore plus atroce. Il y avait le mari de son professeur, et elle dit que son visage avait été totalement dévoré, non pas jusqu'à l'os, mais jusqu'au cartilage. Comme les témoignages de l'accident de car, les photos de la morgue ne laissent aucun doute quant aux tortures que les piranhas sont capables d'infliger au corps humain. Mais comme l'accident a eu lieu il y a 30 ans, il n'est plus possible de déterminer si les victimes sont mortes dévorées par les piranhas ou noyées. On sait que les passagers étaient pris au piège. Il y avait du sang dans l'eau et ils ont été attaqués. Mais les piranhas les ont-ils mangés vivants ou se sont-ils concentrés sur ceux qui étaient déjà morts? Même si la véracité de l'accident ne fait aucun doute, je ne peux pas accuser les piranhas avec certitude. Lors de mon enquête, j'ai vent d'un événement survenu à l'est du fleuve Amazone. En 2005, à la fin de la saison sèche, 8 attaques de piranhas ont eu lieu en un seul week-end sur la même plage. Et toutes les victimes étaient bel et bien vivantes quand les piranhas ont attaqué. Je cherche à découvrir si les piranhas méritent leur réputation de tueurs sanguinaires. Et je n'ai pas encore trouvé la réponse. Bien que les piranhas se soient déjà nourris de chair humaine, il me reste encore à prouver qu'ils l'ont fait sur des êtres vivants. Brian Zimmerman avait peut-être raison. La légende qui fait des piranhas des monstres assoiffés de sang n'est pas du tout justifiée. Ce sont simplement des animaux qui tentent de survivre dans la nature et il se trouve qu'ils sont carnivores. Dans des zones submergées comme celle-ci, les scientifiques ont découvert qu'il y avait 2 fois plus de piranhas qu'ailleurs. Et ceci conduit à remettre en question une fois de plus leur innocence. Dans tout le Brésil, des barrages comme celui-ci ont formé des lacs artificiels où les gens viennent se baigner très nombreux, surtout quand il fait chaud pendant la saison sèche. Ajoutez à ça une forte concentration de piranhas et c'est la catastrophe assurée. Les monstres aquatiques mangeurs d'hommes sont des créatures de cauchemar. Ils alimentent une industrie de la terreur à laquelle Hollywood contribue très largement. Quand on se baigne dans l'océan, les requins sont une menace très concrète. Beaucoup de gens se baignent en redoutant les créatures qui pourraient nager en profondeur. Mais dans les terres, à plus de 1500 km de la mer, on ne s'attend pas à être victime d'un tel accident.
Pourtant, le week-end du 21 décembre 2005, à la fin de la saison sèche, c'est exactement ce qui s'est produit. Dans les eaux basses de la fin de saison, 8 personnes ont été attaquées. Et les agresseurs étaient des piranhas. Sur une période de 7 mois, 190 personnes ont été mordues par des piranhas. Contrairement à l'accident de car, ce n'étaient pas des attaques en meute, où les corps ont été à moitié dévorés. Il s'agissait de morsures individuelles. Personne n'était pris au piège ni blessé. Et pourtant, les piranhas ont bel et bien attaqué des êtres vivants. Il a dû se passer un événement inhabituel. Je me rends sur un de ces lacs artificiels pour mieux comprendre et voir quel type de piranha peuple ces eaux. Avant, ce n'était qu'une immense forêt tropicale. Mais quand l'eau est montée, les arbres sont morts, laissant place à cet étrange paysage. J'ai du foie en guise d'appât, avec beaucoup de sang. Mais c'est parfait pour les piranhas. Sa mort, il y a quelque chose au bout. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est un beau poisson. C'est un piranha, mais un gros. Je dois faire très attention. Attention, attention, attention. Et voilà. Imaginez nager avec des grosses bêtes comme ça. Aïe! Il serre les dents sur le crochet quand je l'enlève. Que pensez-vous de ce piranha? C'est un piranha noir, la plus grosse espèce. Regardez ses dents. Je fais très attention car il a des mâchoires très puissantes. Il m'arracherait facilement un morceau de chair. Le trou dans ma peau ferait la même taille que ses mâchoires. Ses dents sont tellement tranchantes que les gens qui se font mordre ne le sentent pas tout de suite. Ils s'en aperçoivent en voyant le sang. Ce sont justement des attaques isolées qui se sont produites sur la plage. Mais ici encore, Brian Zimmerman pense que les intentions des piranhas ont été mal interprétées. Les piranhas font leur nid en eau très peu profonde, car il leur faut de la végétation. Non seulement pour que les œufs se fixent à quelque chose, mais aussi pour que le fretin puisse se cacher après l'éclosion. Quand ces gens se sont fait mordre, j'imagine qu'ils se déplaçaient en eau peu profonde et ont marché sur un nid de piranha. Et quand un gros mâle défend ses œufs, il est tout à fait prêt à sortir les crocs. Les attaques ont eu lieu alors qu'il y avait beaucoup de monde dans l'eau, pendant les journées les plus chaudes de la fin de la saison sèche. C'est généralement à ce moment, peu après les premières pluies, que les piranhas se reproduisent. Comme la plupart des animaux, ils n'ont fait que protéger leurs petits. Ces attaques multiples sont l'œuvre d'un animal étonnamment protecteur, qui dans ce cas n'avait aucunement l'intention de tuer. Les piranhas sont des poissons très nerveux. On a réalisé une étude récemment sur leur comportement de groupe. Nos recherches ont démontré que ce ne sont pas des chasseurs en meute, qu'ils ne vivent pas en groupe pour chasser leurs proies, mais pour se protéger des prédateurs. L'union fait la force. Si les piranhas se regroupent par peur d'un autre prédateur aquatique, alors je dois faire la connaissance de cette créature.
Que peut-il bien y avoir dans l'eau de plus féroce et de plus carnivore que les piranhas mangeurs d'hommes? Les piranhas ont la réputation d'être des tueurs impitoyables. Mais ici, dans le fleuve Amazon, ils sont loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Ce fleuve est rempli de prédateurs, et on me dit que certains monstres aquatiques viennent jusqu'ici pour se faire nourrir par les hommes. Ces créatures sont des prédateurs extrêmement intelligents et redoutés par les piranhas. Une fois de plus, je vais jouer les cobayes en nageant à leur rencontre. Des dauphins. Magnifiques. À 1500 km de l'océan, en pleine Amazone, des dauphins d'eau douce. Pour l'instant, ils s'amusent. Mais ils ont aussi un côté obscur. Ils sont fous. Celui-là a bien failli m'arracher le pouce. Attention. Voilà les monstres qui mangent les piranhas. Doucement. Les mâchoires sont très longues et tapissées de petites dents parfaites pour attraper les poissons. Ils ont aussi un grand front protubérant qui est en fait un organe d'écholocation. Les eaux de l'Amazone sont très troubles et ils ne voient pas leur proie. Mais même dans ce genre de situation, ils parviennent à tuer grâce à leur sonar. Il faut faire très attention quand on joue avec ces créatures. Il est temps de sortir, je crois. L'Amazone est le fleuve qui compte le plus de prédateurs au monde. Ici, tout doit manger ou être mangé. J'ai pêché dans ce fleuve pendant des années, et je sais qu'il est rempli des créatures les plus redoutables. Les piranhas n'ont peut-être rien d'extraordinaire. Ils sortent du lot car ils font partie de notre imaginaire collectif. Mais cela n'explique toujours pas ce qui déclenche leurs attaques. Des milliers de gens dans cette région vivent littéralement sur l'eau. Compte tenu des variations de niveau importantes en fonction des saisons, des villages entiers flottent sur l'eau. L'un d'eux porte un nom très évocateur de la réalité quotidienne de ses habitants. Cet endroit s'appelle la réserve des piranhas. Je suis venu ici pour découvrir comment on vit avec la menace constante des piranhas. Ces gens sont appelés ribérinos, le peuple du fleuve. Presque tout ce dont ils ont besoin pour vivre est issu de l'Amazone. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou atrás de histórias sobre piranha. Será que tem alguma... Sim, senhor. Eu sou vítima de... O senhor mesmo? Mordida. Eu sou eu mesmo. Então. Vim aqui na ponta do nariz. Je marchais tranquillement par ici quand j'ai rencontré cet homme. Je lui ai dit que je cherchais des histoires de piranhas. Il m'a répondu qu'il s'était fait croquer le bout du nez. Sa femme avait laissé tomber quelque chose dans l'eau, il a plongé jusqu'à la taille et un piranha lui a mordu le nez. Quand il a ouvert les yeux, il a vu du sang et plein de piranhas.
S'il n'était pas sorti immédiatement de l'eau, il pense qu'il y serait resté. C'est incroyable de rencontrer à peine arrivé quelqu'un qui a fait les frais de l'agressivité des piranhas. J'aimerais savoir quels piranhas vivent ici et s'ils sont voraces. Voyons si la réserve des piranhas porte bien son nom et quelles espèces peuplent ses eaux. Ma ligne flotte à la surface. Ça y est. Un ventre rouge. Je ne pourrais pas faire ça pieds nus. Vous comprenez pourquoi tellement de gens ici ont un orteil en moins. Tous ces piranhas sont des ventres rouges. Celui-ci a des petites taches parce que c'est un jeune. En voilà un autre. Il y a plus de poissons que d'eau. Chaque fois que je remonte ma ligne, il y a un piranha rouge au bout. Ils ne sont pas gros, mais ils sont des milliers. J'ai entendu toutes ces histoires sur les piranhas qui réduisent les corps à l'état de squelette en quelques minutes. J'ai un canard tout frais du marché. Il est temps de faire une expérience. On sait que les mouvements d'un animal qui se débat les attirent. Donc, je remue un peu l'eau pour les faire venir. Ils sont déjà là. J'ai vu passer un éclair argenté et rouge. Ils arrivent tous. Une fois que le premier a trouvé la proie, les autres suivent. Regardez, ils s'attaquent à la tête. Ils ont déjà rongé toute la chair du cou. Voyons ça. D'accord. À l'envers, c'était pas si mal. Mais de l'autre côté, sur la partie qui était immergée, ils ont fait du beau travail. Ils ont mangé une grosse quantité de plumes pour atteindre la viande. Ils ont fait un trou dans la carcasse. Ils ont mangé presque toute la chair. Un gros morceau de l'épine dorsale et du cou a été dévoré. La tête est réduite aux os. Les yeux ont été mangés et tout ça en quelques minutes. On oublie facilement que la scène vient de se passer devant la porte d'une maison. Pour les habitants du village, les risques liés aux piranhas font partie de la vie quotidienne. Je rends visite à une famille pour comprendre comment on vit avec une telle menace. Et je découvre une histoire de piranha qui me glace le sang. J'apprends que c'est pendant la saison sèche, quand le niveau de l'eau est bas et la concentration de piranhas élevée, que le danger est le plus grand. À une certaine période de l'année, pendant les mois de septembre et d'octobre, l'eau se retire, les petits poissons s'accumulent et les piranhas viennent se nourrir de ces poissons. Il y a une concentration de piranhas et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Não, aí é meio difícil porque senão a escada ela devora a pessoa, né? On ne peut même pas se laver dans l'eau. Aí tem que ter o vaso para ir catando o peixe e jogando. Ici, l'alimentation de base, c'est le poisson. Et il faut le nettoyer avant de le faire cuire. La seule odeur du poisson mort attire une forte concentration de piranhas. Donc il faut faire très attention. Ne jamais approcher les doigts de l'eau. Mais un jour, la famille a baissé la garde et les conséquences ont été dramatiques. C'était le petit-fils de Julio. Era a minha esposa. Il dit qu'ils ne peuvent pas toujours surveiller les enfants. Sa femme nettoyait du poisson à l'arrière de la maison. Le petit garçon, comme le font souvent les enfants, a traversé toute la maison en courant et il est tombé à l'eau de l'autre côté. Ils ont entendu un bruit et se sont précipités, mais c'était déjà trop tard.
A gente só via era os comeiros da piranha. L'enfant n'est jamais remonté. Ils ont simplement vu l'eau bouger, là où les piranhas dévoraient l'enfant, tout de suite après qu'il fut tombé à l'eau. Os ossos, né, da criança. Avec des filets, ils ont tenté de le sortir de l'eau immédiatement, mais ils n'ont remonté que des os. Esse foi rápido. J'ai demandé combien de temps ça avait duré, et il m'a dit que ça s'était passé très vite. Il y a tellement de piranhas par ici. J'ai trouvé ce que je cherchais. Le témoignage d'un homme qui a vu des piranhas tuer et manger un être humain. Il s'agissait d'un petit garçon de 3 ans que le grand-père préfère ne pas nommer. Mais l'atrocité d'un tel récit m'ôte tout sentiment de satisfaction. C'est une chose d'entendre parler de la légende des piranhas, mais c'en est une autre de parler à quelqu'un qui a vu cette réalité de ses propres yeux. Et ce n'est qu'un village isolé parmi des centaines d'autres, au bord du fleuve Amazone. Qui sait combien de cas identiques n'ont jamais été déclarés aux autorités? J'essaie d'imaginer ce que ça fait de vivre dans une cabane sur l'eau, avec des dizaines d'enfants qui courent partout, comme tous les enfants. Comment toujours garder un œil sur eux? Ils courent au bord de l'eau et potentiellement, à cette époque de l'année, en quelques secondes, ils peuvent être dévorés. Comment peut-on vivre avec ça? Ces gamins marchent en équilibre sur des planches de bois larges comme ça. Je viens d'entendre cette histoire horrible d'un enfant tombé à l'eau et dévoré en quelques secondes, mais ça n'a pas l'air de les inquiéter. Un peu comme on vivrait avec la menace permanente d'une autoroute sur le pas de sa porte, ces gens vivent à quelques mètres de redoutables piranhas. Comme beaucoup de choses, vivre dans une maison sur l'eau avec tous ces piranhas en dessous devient une routine, un automatisme. On s'y habitue. Il y a des précautions à prendre, mais on ne peut pas y penser tout le temps. Sinon, on ne peut pas vivre normalement. C'est une menace omniprésente sous l'eau et tout autour. J'étais parti en quête d'un témoin qui aurait assisté à une attaque mortelle de piranhas dans l'espoir de trouver la preuve qu'ils méritent leur réputation de tueurs sanguinaires. J'ai découvert que les piranhas étaient parfois timides, parfois sur la défensive et souvent mal compris. Mais lorsque tous les facteurs déclencheurs sont réunis, la saison propice, la présence de sang, la panique lorsqu'une personne tombe à l'eau, se retrouve prise au piège ou affaiblie, l'attaque de piranhas est inévitable. Dans un fleuve rempli de monstres aquatiques, les piranhas ne font qu'adopter un comportement naturel pour survivre dans un environnement hostile. Et pourtant, ils continueront longtemps de susciter la peur et l'horreur en chacun d'entre nous.